Alors oui, effectivement, le projet Shift a été lauréat du FTAP première vague, dont nous a parlé Luc. Donc on l'a appelé aussi le sur-mesure accessible à tous, parce qu'on considère que c'est particulièrement adapté au public empêché, mais pas que. Donc l'objectif de ce projet, c'est de proposer un cursus de licence mutualisé à l'échelle nationale. Donc comme disait Luc, on a actuellement 19 établissements qui sont partenaires de ce projet. Donc on propose une formation accessible à tous, donc y compris les étudiants empêchés, donc même si ce n'est plus la terminologie qu'il faut utiliser. Donc c'est particulièrement adapté. Alors nous, on a beaucoup de sportifs de haut niveau, des sportifs artistes de haut niveau, on a beaucoup d'étudiants des campus connectés, et on a pas mal de formations continues. C'est une formation modulaire et personnalisée, un peu à l'image du Pulse qu'il y a sur... Hop, un peu à l'image du Pulse que vous avez sur la droite. C'est-à-dire que on va personnaliser le parcours de formation pour chaque étudiant. C'est-à-dire que là, j'ai représenté une licence à 180 ECTS, je n'ai plus de semestre, je n'ai plus d'année. L'étudiant doit valider ses 180 ECTS. Donc les étudiants peuvent s'inscrire pour 35 ECTS s'ils sont empêchés, voire 90 ECTS s'ils arrivent à valider, à suivre tous ces cours-là. Donc évidemment, il y a des prérequis. Hein, c'est pas eux qui vont choisir les UE qui vont passer. Donc ils sont accompagnés par des coordonnateurs, un peu à l'image des campus connectés. Donc les parcours sont personnalisés, mais on va essayer de tendre vers des examens à la carte. C'est-à-dire l'idée, c'est que l'étudiant passe son examen quand il est prêt. Alors nous, par contre, on n'est pas prêt. On va voir qu'il y a pas mal de difficultés, notamment au niveau des systèmes d'information et des systèmes de scolarité. Donc la licence est flexible. Hein. Un étudiant peut valider une licence en 2 ans, comme en 4 ans, s'il a des contraintes très importantes. Alors le principe, il est assez simple. On va transformer en numérique uniquement les activités pédagogiques de faible niveau cognitif. Donc en fait, on va remplacer en numérique uniquement la base de la taxonomie de Bloom, c'est-à-dire où les étudiants vont récupérer de l'information. Donc autrement dit, on va remplacer uniquement les cours magistraux sans interaction. Ces cours vont être transformés en numérique et l'idée, c'est de favoriser les cours à haute intensité pédagogique. Donc je ne sais pas si, Pascal, tu vas reprendre cette idée-là d'intensité pédagogique. Donc on va essayer de s'élever dans cette pyramide de Bloom et on va essayer d'insister sur des ressources pour lesquelles l'enseignant a une plus-value plus forte. Donc on va transférer une partie des heures de cours d'ECM en présentiel à haute intensité pédagogique. En gros, c'est du learning by doing, c'est du TP, hein, c'est de favoriser le TP. Donc progressivement, il va y avoir un shift des services des enseignants-chercheurs. Donc ils vont être plus maîtres sur un estrade, mais ils vont plutôt avoir le rôle de tuteur ou d'accompagnateur. Donc pour ça, on a mis en place des conférences de consensus. Donc ça, c'est un point important pour nous. L'idée, c'est qu'on coproduise des ressources pédagogiques avec les 19 universités partenaires, maintenant on est passé à 19 avec l'université numérique, les sociétés savantes. On va mutualiser toutes ces ressources-là, et ce qui est important, c'est que chaque ressource sera signée collectivement. C'est un collectif d'enseignants-chercheurs qui vont signer la ressource pédagogique. Ça sera garant de la qualité de la ressource, parce qu'il y a les sociétés, ce que je n'ai pas dit, c'est les sociétés savantes sont aussi partenaires de ce projet. Donc, ce sera garant d'une part de la qualité de la ressource, on est plus fort à plusieurs que tout seul, et surtout, ça va permettre la réappropriation de cette ressource par la communauté. Donc, c'est important de participer à la co-création pour pouvoir réutiliser cette ressource-là. Et toutes ces ressources, on va les créer sous licence Creative Commons, c'est-à-dire accès libre gratuitement pour tous. Donc maintenant, si on regarde les conséquences sur la charge étudiant et puis le référentiel enseignant, donc notre référence, ça sera systématiquement le CTS. Encore une fois, j'ai pas d'année, j'ai pas de semestre. Donc c'est le CTS, donc classiquement, on sait que la charge étudiant, c'est de l'ordre de 25 heures de travail étudiant par ECTS, dont une partie en présentiel. Alors en moyenne, c'est 8 à 9 heures de présentiel pour chaque ECTS, dont, par exemple, entre 4 et 5 heures d'ECM, suivant la richesse de l'établissement. Dans le cas de Shift, il a fallu plafonner les heures de visionnage.
Quand on fait des CM, on est borné par un temps. Au bout d'une heure et demie, 2 heures, on a fini le CM et puis on arrête le cours. Là, le problème avec le numérique, on n'est pas borné. Donc il faut à tout prix plafonner ces heures de visionnage. Donc on a fait l'erreur au départ, les heures de visionnage explosaient et ça devenait insupportable pour l'étudiant. Donc il ne faut pas perdre de vue ces 25 heures de travail étudiant. Et ces 3 heures de visionnage ont représenté à peu près 3 heures de réappropriation de la ressource par les étudiants. Mais à cela, il faudra bien entendu rajouter les TD et les TP. Donc ça va être pour le travail étudiant. Côté référentiel enseignant, il faut rémunérer les enseignants. Donc pareil, je n'ai pas d'heures présentielles. Donc quel sera le référentiel pour ces enseignants? Donc bon, classiquement, si on fait 5 heures de CM, on est rémunéré, on est valorisé à 7h30, plus les heures évidemment de TD et de TP. Dans le cas de Shift, c'est un projet collaboratif, donc très chronophage. On va en parler tout à l'heure. On passe du temps, c'est pas évident. Et on va être rémunéré entre 10 et 30 heures par ECTS pour créer les ressources pédagogiques. Mais il faut faire attention, c'est one shot. Donc ils vont être rémunérés une fois. Mais l'idée, c'est que ce temps qu'on va libérer, ces CM qu'on va libérer, c'est de le transformer en du tutorat ou en des activités de type TP. Donc avec des niveaux cognitifs plus élevés. Alors là, c'est un exemple de formulaire. Donc, on en fait un appel au niveau national. On dit, ben voilà, est-ce que vous êtes intéressé pour participer à nos conférences de consensus? Donc, vous vous inscrivez sur toutes les matières que j'ai ciblées ici. Et donc là, actuellement, nous avons à peu près 300-400 étudiants qui sont inscrits parce qu'ils souhaitent participer à ces conférences de consensus et créer ces ressources pédagogiques. Et c'est variable entre 50 et 100 collègues par discipline. Et donc, on essaie de les réunir, c'est pas simple, ensemble, et puis on essaie de trouver un consensus pour créer collectivement ces ressources. Donc, de temps en temps, on essaie de faire des regroupements présentiels. Donc, la prochaine, ça va être à Avignon. Et là, c'est assez sympa parce que toutes les conférences se réunissent en même temps. Et c'est assez stimulant pour tous. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait un alignement politique, pédagogique et administratif, sinon ça ne marche pas. Donc il faut avoir une approche systémique de l'environnement universitaire. En fait, ça va impacter tous les métiers de l'université. S'il y a un endroit qui bloque, ça bloque tout le système. Donc tout à l'heure, on a parlé du tutorat, je vais en parler rapidement, puis on a un poster là-dessus, on pourra vous l'expliquer, c'est un tutorat mutualisé à l'échelle nationale. Les conférences de consensus, on en a parlé. On a un work package sur l'ingénierie pédagogique, avec tous les établissements, plus l'équipe UNES. Donc il y a un accompagnement, donc, ce qui est nouveau aussi dans la mesure où c'est en Creative Commons, on ne peut plus se permettre de piquer les images dans les bouquins. Là, il va falloir construire toutes nos images. Donc on a des illustratrices qui créent nos images en Creative Commons, donc accessibles pour tous. Par contre, ça va impacter énormément le système d'information et le système de scolarité. Donc il faut à tout prix, encore une fois, sinon ça ne marche pas, il faut à tout prix qu'il y ait un dialogue entre le LMS, le Moodle, le Camilo, la plateforme pédagogique, avec le système de scolarité, sinon ça ne fonctionne pas, et en lien avec un logiciel de contrat pédagogique. Et tout ça, il faut pouvoir suivre l'activité des étudiants. Et il faut un tableau de bord dynamique, parce qu'après, on ne sait plus qui est redoublant, qui ne l'est pas. Encore une fois, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de semestre. Donc on ne sait pas l'étudiant où est-ce qu'il en est de son parcours. Donc c'est fondamental d'avoir ces développements SI et scolarité. Un autre point essentiel, on a mis en place un work package dédié pour évaluer ce qu'on fait. Donc tout le monde parle de l'hybridation, mais personne ne sait clairement quelles sont les conséquences de cette rupture rythme-espace-temps. Et ça, il faut à tout prix l'analyser. Donc on a mis en place ce work package avec des chercheurs. Donc là, je vois Nadi qui va participer à ce work package et il y aura un atelier dédié. Il est fondamental qu'on utilise la méthode scientifique pour évaluer tout ce qu'on fait. Donc ce n'est pas que le taux de réussite académique. Il faut évaluer aussi l'apprentissage, il faut évaluer l'égalité d'échange. Et puis, on est en train de développer aussi des projets sur la santé. Quelles sont les conséquences sur la santé, sur le sommeil, sur la fatigue, etc. Donc voilà, on a prévu de recruter des post-docs justement pour évaluer tous ces aspects-là. Et éventuellement, et surtout, corriger si on s'est planté. L'idée, c'est ça, c'est qu'on puisse... Donc on a un fonctionnement très agile, mais évidemment, on tiendra compte de ce work package recherche.
Alors, comment on déploie cette licence flexible dans les établissements? Donc, il y a 19 établissements maintenant. Donc, ce qu'on a proposé, ben là, vous avez le parcours flexible avec classique, avec L1 60 ECTS, L2, L3. Et l'idée, c'est de proposer un groupe d'étudiants, un multiple de 30 étudiants, pour créer cette licence flexible, en parallèle de la licence classique. Donc pourquoi un multiple de 30? Alors là, ça va être une question économique, hein, c'est pour pas que ça entraîne un surcoût, il ne faut pas que le H sur E, le nombre d'heures par étudiant, il ne faut pas qu'il augmente, mais il ne faut pas qu'il diminue non plus. Donc l'enjeu, il est là, c'est que il faut le faire à coût identique, sachant qu'évidemment, toute la création de ressources est financée par Shift et non pas par les établissements. Mais l'idée, là j'en parle sous le contrôle de Pascal, hein, il ne faut pas que les établissements fassent des économies sur le dos de ce type de projet. Donc ça c'est fondamental, de dire ok, ça ne coûtera pas plus cher, mais ça ne coûtera pas moins cher. Ce n'est pas pour faire des économies, et je crois que ça va aller dans ton sens de ta présentation. Donc l'idée c'est de créer, on va utiliser la même mention qui a été accréditée, donc avec le parcours classique, mais avec des modalités différentes. C'est une modalité flexible. Donc même accréditation, etc. Et l'idée, c'est de mutualiser un certain nombre de ressources aussi pour que nos étudiants classiques puissent bénéficier aussi de toute l'ingénierie pédagogique qu'on a mis en place dans notre parcours flexible. Donc ça favorise la mutualisation. Et évidemment, chaque établissement va pouvoir utiliser, donc on a proposé une banque nationale de ressources pour laquelle on va fabriquer l'équivalent de 180 ECTS. Et chaque établissement va récupérer entre 10 et 100% des ressources en fonction de son choix. Parce que bien entendu, les étudiants sont inscrits dans les établissements et le parcours de l'établissement, ça reste la prérogative de l'établissement, bien entendu. Donc on a eu quelques difficultés quand même, c'est pas si simple de faire cette co-création. Le premier problème, il est illustré dans cette figure-là, c'est un changement de paradigme total. Donc il faut arriver à trouver la solution qui est probablement en dehors de la boîte. Et ça nous semble important. Donc c'est ce changement de paradigme, c'est pas simple. Il faut arriver. Et puis le deuxième problème, c'est la plupart des collègues qui participent aux conférences de consensus le font en plus de leur service. Donc les collègues sont saturés, donc on leur demande déjà beaucoup, mais en plus de leur service, on leur demande de participer à ces ressources. Donc c'est pas si simple, mais bon, voilà, comme dit l'adage, hein, tout seul, c'est vrai qu'on va plus vite, mais ensemble, on ira plus loin. Donc ce type de fonctionnement des conférences de consensus sera évidemment le garant de la qualité pédagogique, mais on va le voir pour la suite de la présentation par Pascal, c'est aussi garant de la pérennité du modèle économique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Henri. Je te pose juste une question et je passe la parole au public pour d'autres questions. Les conférences de consensus, on a beaucoup parlé. On sait que c'est un dispositif innovant pour la construction, pour la mutualisation, pour la Banque nationale de ressources, tu en as parlé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le fonctionnement et l'intérêt et aussi comment motiver des enseignants à contribuer, à participer aux conférences de consensus et à la création de ressources? Alors oui, ces conférences de consensus, c'est très lourd. Mais on est parti du constat suivant, alors peut-être que tu nous en parleras après, c'est qu'on utilise rarement le cours créé par quelqu'un d'autre. On s'aperçoit que il existe une foultitude de ressources qui existent déjà, on les a à l'université numérique, mais c'est très compliqué d'utiliser cette ressource pour remplacer un de nos cours. Souvent, on le donne en complément. On dit, ok, vous pouvez voir tel cours, c'est un complément, mais ça remplace jamais un cours parce que ça ne nous convient pas. C'est justifié. Ça ne nous convient pas, le plan ne nous convient pas, je ne l'aurais pas présenté de telle ou telle façon. Et l'idée de ce consensus, c'est qu'on se met ensemble autour de la table pour vous dire qu'est-ce qu'on enseigne pour que ça convienne à tout le monde. Si on ne fait pas ça, ça ne va pas convenir à tout le monde. Donc ça va rester dans un coin où c'est l'enseignant qui va créer seul sa ressource qui va l'utiliser. C'est le seul qui va le réutiliser. Donc il y a un taux de réutilisation de ces ressources qui est très très faible dans le cas de non-création collective. Un point peut-être juste important, c'est la notion de Creative Commons. C'est-à-dire que les collègues qui s'engagent à créer ces ressources, ils s'engagent aussi à le créer en Creative Commons et on a fait le choix de les créer sous licence Creative Commons la plus ouverte possible, c'est-à-dire avec une modification possible, sans demander l'avis des auteurs. Donc ça, c'est la règle de base. On dit, OK, si vous rentrez dans le dispositif Shift, non seulement tout le monde aura accès à la ressource, c'est notre métier d'enseignant-chercheur. Alors c'est là où on discutait hier avec Pierre, où l'enseignant-chercheur, pour moi, il est schizophrène quand on fait
de la recherche. Notre objectif, c'est de publier, et on est tout content que ça soit lu. On voudrait que tous nos papiers soient gratuits. Et quand on raisonne en termes pédagogiques, on considère que les cours, y compris de première année, ce sont les nôtres. On est propriétaire de nos cours. Or, ce n'est pas le cas, parce que, en tout cas, moi, ma partie recherche en première année, elle est quasiment nulle. C'est-à-dire qu'on l'a tous piqué dans les bouquins, on a utilisé plein de bouquins. Et donc là, l'idée, c'est de changer ça. C'est de dire, on pourrait utiliser le même process qu'on recherche, c'est-à-dire qu'on publie un papier, ben, on est 15 auteurs, et bien là, ce serait la même chose. On fait une ressource de 6 minutes. Donc là, on en parlera peut-être, chaque capsule vidéo doit être autonome et décontextualisée pour que ça soit réutilisable par tous les établissements. Et ça nous paraît un élément fondamental pour qu'on puisse partager ces ressources-là et qu'on puisse se les réapproprier. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions dans la salle. Merci. Vous avez parlé du tutorat renforcé. Est-ce que vous pourriez nous dire de quelle manière cela se traduit un peu plus précisément? Alors, pour tout vous dire, on essaie de le mettre en place. Le projet, il n'est pas simple parce que ce qu'on voulait faire, c'est un tutorat mutualisé à l'échelle nationale. Et on disait, mais qui peut gérer ce tutorat? Donc, il y a un work package qui est dédié. Donc, c'est géré par l'ANESAP, l'Association nationale des étudiants en activité physique et sportive. Et l'idée, c'est que l'étudiant tuteur intervienne, quel que soit l'établissement. C'est-à-dire, à la limite, ils s'en foutent dans quel établissement il est. Lui, il va détecter les décrocheurs. Donc là, encore une fois, grâce au Learning Analytics, on peut les détecter, on va donner des ressources adaptées. Mais surtout, il y aura du tutorat renforcé pour ces étudiants-là. Donc on peut imaginer plein de niveaux de tutorat. Il y aura du tutorat disciplinaire, il y aura du tutorat méthodologique, puis il y a du tutorat dit social, c'est-à-dire quand l'étudiant il est en difficulté, qu'il puisse avoir un interlocuteur. Donc l'idée, ça serait ça, essayer de mutualiser ce tutorat, mais voilà, c'est en cours de montage. Une autre question dans la salle. Plusieurs autres questions, mais on va en prendre encore une ou deux max. Merci. Oui, vous avez fini votre présentation en parlant de l'activité de l'enseignant-chercheur. Donc partager des ressources en tant qu'enseignant au même titre qu'un chercheur pourrait le faire. C'est très bien. Mais vous savez très bien qu'un enseignant-chercheur, il est évalué sur sa recherche et il est payé sur ses heures complémentaires ou les heures qu'il pourrait faire en plus. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce paradoxe? Alors, moi, je milite sur le fait que de créer une ressource collectivement, c'est aussi chronophage que faire un papier scientifique. Pour moi, c'est important de valoriser toute cette activité-là. Voilà, on essaie de se battre là-dessus. Je pense qu'on commencera à prendre conscience de ça quand nos ressources seront vraiment utilisées. Si vraiment notre ressource est utilisée par des milliers d'étudiants, je pense qu'on sera capable de valoriser ce travail-là. Mais je suis d'accord qu'il vaut mieux faire un papier dans Nature que de faire une ressource dans Shift. S'il n'y a pas d'autres questions, une petite question aussi que j'entends souvent, qui revient souvent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'uniformiser les formations au bout d'un certain temps et qu'à un moment, l'asile des sciences tables de Bordeaux, c'est la même que celle de Paris, c'est la même que celle de Grenoble et qu'on perd en qualité et en spécificité? Oui, ça serait une catastrophe si les formations étaient uniformes, ça ne serait pas possible. Mais il faut voir les ressources chiffres comme une bibliothèque nationale. Donc, il y a les 180 ECTS, mais probablement que chaque établissement va créer son propre parcours, avec des ressources qui lui seront propres, parce qu'il a tel ou tel master, donc ils auront besoin d'une vision sur tel ou tel aspect supérieur à ce que vont faire les autres. Et comme Punchy, comme je pense qu'Olivier va en parler, si les ressources sont décontextualisées et autonomes, donc vous imaginez, la capsule, l'unité élémentaire, c'est 6 minutes, hein. Donc c'est très court. Et on peut imaginer, moi à Grenoble, je ne sais pas, je fais de la physiologie cardiaque, mais je survole la physiologie cardiaque, je vais prendre mes 4 capsules parce que c'est décontextualisé. Et si Montpellier veut aller beaucoup plus loin, il va en prendre 15. C'est-à-dire que ça respectera les maquettes de chaque établissement. Donc oui, il ne faut absolument pas d'uniformisation des formations.